Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne de la Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui on est le lundi 17 juin et à 14 h vient d'être annoncé le Nikon Z6 III qui risque d'être pour l'instant le meilleur appareil photo moyenne gamme. Il peut l'être parce qu'on va juste déjà regarder le prix ensemble et le prix... Hop, il est un petit peu cher. Donc il est quand même moins cher que le Z8. D'ailleurs c'est pour ça que je vais pas me prendre un Z6 III. Je l'ai quand même considéré. Parce que, et ben voilà, j'ai mon petit Z8 ici. Donc je suis très content. Même si c'est pas l'appareil photo que j'utilise le plus. Capacité 8K, voire 8K 60, 4K 120 en plein format. Voilà. C'est vraiment un appareil photo très très intéressant. Le seul problème que je lui trouve et que n'a pas comme problème le Z6 III, c'est qu'en vidéo on peut retourner l'écran. Donc pour mes rig caméra où en fait comment dire ça, je mets un châssis sur l'appareil photo, c'est un petit peu difficile de voir l'écran. Mais ça c'est totalement autre chose. Donc on va... Sur cette vidéo, ce ne sera pas un test, ce sera vraiment pour rentrer dans les caractéristiques techniques, donc ce sera plutôt, si ça t'intéresse, un complément de vidéo sur ce que tu as appris sur les tests de certains youtubeurs. Comme ça tu pourras voir avec moi les caractéristiques du boîtier et ce qu'il va y avoir d'intéressant et peut-être un peu moins intéressant vis-à-vis de la concurrence. Donc déjà tu as vu le prix ici, ça reste quand même moins cher bien évidemment qu'un Z8, puisque on est sur 3000 €, un Z8 c'est 3600 €, je le rappelle, donc c'est quand même moins cher, avec des capacités qui seront assez intéressantes. Mais par contre, c'est un boîtier photo-vidéo, et en ça, c'est un boîtier photo-vidéo qui va avoir deux visages. Un visage photo qui sera assez standard, bien que en mécanique on ait 14 images par seconde, en électronique on ait 20 images par seconde, on a une lecture qui soit équivalente au R6 Mark II, donc ce sera à peu près un appareil photo qui réagira de la même façon. Cependant, pour la première fois chez Nikon depuis très très longtemps, puisqu'avant c'était l'avantage d'un Nikon, c'était l'autofocus en basse lumière, en photo on va à EV-10, donc c'est... apparemment le meilleur qui a jamais existé, donc on est loin même de ce que fait le Z8 ou le Z9, donc ça pourrait être intéressant pour toi. Mais au-delà de ça, même si on a une nouvelle technologie de capteur qui est partiellement empilée, donc c'est un mélange de capteurs empilés de Z8 par exemple, avec une technologie plus standard à 24 millions de pixels, et donc ça va faire en sorte d'avoir ce rolling shutter équivalent R6 Mark II en photo, mais avoir des bien meilleures performances en vidéo, et c'est là peut-être que sera vraiment l'intérêt de ce Z6 III. Voilà, donc on va un petit peu regarder la présentation du boîtier et je passerai après aux caractéristiques techniques. Donc voici le boîtier, hop. Donc 24 millions de pixels, il peut faire du RAW 6K, donc c'est quand même assez intéressant, et contrairement au Z8, il va avoir moins de restrictions en ce qui concerne le ProRes. Alors peut-être que rétroactivement on aura aussi des différents formats ProRes plus élevés qui arriveront aussi sur le Z8, mais par exemple on n'a jamais eu de 8K en ProRes sur le Z8. Bon là on n'a pas de 6K non plus, mais on a quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On a du 120 images par seconde, on va voir un petit peu les restrictions, mais ça reste quand même un appareil photo très intéressant, et plutôt une variation de ce que pourra faire le Z8, donc il faut bien voir ce qu'il y a d'intéressant dans le Z6 Mark III, parce qu'il se peut qu'il y ait des choses un petit peu plus intéressantes pour toi que le Z8 au final, et donc voilà, il y a des choses, c'est ça qui est bien, plutôt que le Z8 est forcément meilleur, il y a des choses intéressantes dans le Z6, des choses intéressantes dans le Z8 ou même le Z9. Hop, pardon, autofocus incroyable, donc c'est un peu les trucs que j'aime pas trop regarder. Hop. Apparemment, d'après les tests, pour l'instant, l'autofocus n'est pas encore aussi bon que ce qu'on a sur un Z8 ou un Z9, donc il faudra un petit peu un temps de maturation, donc il faudra un petit peu attendre divers firmware, mais si l'autofocus te va directement, ce sera déjà très bien. Donc le boîtier ressemble trait pour trait à ce qu'on avait sur un Z6 II, avec un avant et un visuel un petit peu plus à la Z8. Mais on a tout ce qui fait, voilà, le viseur qui n'est pas rond comme un Z8 ou un Z9, que j'apprécie personnellement, enfin pas celui-là mais l'autre. Mais bon, ça ne change absolument rien. On a une dalle qui est beaucoup plus élevée, 5,46 millions de points. Donc c'est un petit peu bizarre ce truc. Voilà, niveau de fluidité inédit. On a un écran qui prend un écran arrière et surtout un viseur qui prend
l'HDR, hein, le vrai HDR, donc vraiment en... je sais plus si il va jusqu'en P3 en termes de ce qu'il peut afficher. Donc ça peut être intéressant, mais voilà, c'est surtout pour vous montrer qu'il est capable de vraiment faire beaucoup dans son viseur. Et il y a 4000 nits disponibles. Après, ça devient peut-être un petit peu trop élevé pour les yeux, mais c'est là, donc c'est vraiment très intéressant, et ça risque d'être le viseur visuellement, enfin en termes d'appréciation, le plus intéressant qui existe, les Z8 et Z9 étant déjà très intéressants pour un viseur qui était considéré au départ moyenne gamme en termes de définition, on va dire ça comme ça. Couleur, voilà, donc plein de trucs, voilà. Donc ça on l'a déjà fait, hop, voilà. Donc un multicouche, donc en fait les parties qui sont empilées sont au-dessus et en dessous. Donc voilà, c'est pour apporter un boost en termes de vitesse, mais qui est visible, mais qui est pas énorme en photo et qui sera plus énorme en vidéo. Et après tout ce qui va être photo sera tout ce qu'on a dans le Z8, donc 20 images par seconde en photo, l'après-rafale mais que en JPEG. Au-delà de 20, on sera en JPEG, sauf que on va pas cropper comme sur, comment dire ça, forcément comme sur le Z8. Il faudra un petit peu suivre ça. Donc on a des objectifs, bien évidemment, l'ergonomie Nikon. Alors c'est l'ergonomie d'un Z6 III, c'est pas l'ergonomie d'un Z8, mais voilà, on a quand même l'écran qui se retourne qui peut être intéressant ou pas intéressant pour certains d'entre vous. Et la vidéo, suivi 3D. Alors, il y en a qui disent qu'il n'y a pas le suivi 3D en vidéo. Il y est, enfin, il est sur tous les Nikon, mais sauf que c'est comme chez Sony, en fait, lorsque vous êtes en suivi, enfin, lorsque vous êtes en autofocus, il faut appuyer sur l'objet que vous voulez suivre, et il va le suivre. Hop, donc voilà. Je trouve ça toujours un peu... Après, hein, c'est joli, mais je trouve pas ça très intéressant au final, les choses qui s'affichent comme ça. Lecteur, ouais, donc 3 fois plus rapide, 3,5 fois plus rapide que le Z6 II. On va vite passer, voilà, donc l'autofocus à moins 10 IL, donc ça peut être vraiment très intéressant. Jusqu'à 204 800 ISO en photo, ce que pouvait faire déjà un Z6 II, il me semble, ce que faisait déjà le Z6, hein, parce que moi j'ai eu le Z6. Hop, commande plus souple. Voilà, il y a un espèce de système, alors on ne sait pas encore comment ça va marcher, de cloud, qui va permettre, en théorie, et je ne sais pas si ce sera une application sur votre ordi, qui pourra se connecter automatiquement à votre appareil photo, et dès qu'il y aura besoin de le mettre à jour, il vous demandera peut-être un accord, enfin d'être d'accord, et bien de vérifier que votre batterie est bien chargé, mais en théorie, il sera capable de reconnaître l'appareil photo et de pouvoir le mettre à jour et avoir des fonctions spécifiques avec le boîtier directement en cloud sans avoir besoin d'une connexion assez compliquée. Donc il faudra voir voilà, ce que ça donne, si c'est vraiment ça aussi, hein, parce que ça peut être assez prometteur comme ça peut être assez décevant. Mais voilà, si ça existe, ça peut être vraiment très très bien. Donc là, il peut dire de l'acheter. Et donc on va regarder directement les caractéristiques techniques. Donc monture Z, donc bien évidemment la monture la plus large qui existe en plein format, donc étant capable même de mettre des optiques Sony dessus. Si vous êtes intéressé, donc bien évidemment du plein format, avec un nombre de pixels assez élevé, parce qu'il y en a seulement une flopée qui sont prises comme collimateur de phase. Hop, nettoyage du capteur. Alors voilà, le problème c'est que j'ai l'appareil photo qui est devant l'écran de retour, donc c'est un petit peu problématique. Je vais peut-être regarder sur l'écran, donc vous me verrez aller sur le côté. Et donc le nombre de pixels effectifs c'est 24,5, donc c'est un petit peu plus élevé que la définition qu'on aurait par exemple sur un S5 Mark II ou un Mark IIX. Donc du coup on a 6048 pixels au lieu de 5952 qu'on aurait en 6K sur le S5 Mark IIX par exemple qui me filme ici. Le seul truc que je vais trouver dommage, et s'il avait eu cette fonction, je l'aurais acheté direct, c'est qu'il ne fait pas d'open gate, mais là on est en photo. Donc voilà, vous avez vos formats en 3 demi, donc 4000, 6000 par 4000, 32, voilà, vous avez tout ça, je vais vous laisser un petit peu regarder ça, en DX, voilà, avec le nombre de mégapixels qui sera disponible. Bien évidemment, c'est moins intéressant qu'un Z8, puisque on a une définition assez faible lorsqu'on est croppé. Bien évidemment, moi je vous conseillerais toujours de prendre du 24-36, quitte à recropper dedans au final, mais après c'est comme vous voulez, et de prendre le format natif, parce que eh ben, on a toujours de quoi rechanger son format, alors que l'inverse n'est pas possible. Donc c'est toujours du 9 RAW 14 bits, donc de base le RAW Nikon avec, comment dire ça, leur nouvelle compression
qui, du coup, il n'y a pas de non compressé dessus, mais qui marche vraiment très très bien, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai pas constaté vraiment de grosses différences avec les générations précédentes. Bien évidemment, moi, les différences que j'ai constatées, c'est que comme j'ai un Z8, alors qu'avant j'avais un Z6, enfin le dernier Nikon que j'ai eu, il y a forcément des différences dans le terme de rendu, de velouté, enfin du bruit et tout ça. Et puis voilà, donc je vais vous laisser un petit peu regarder, ouais. Voir plus, bien évidemment. Hop. Donc on a une CF Express de type B et une SD, donc ça ressemble beaucoup à ce que fait un Z8. Donc ça peut être problématique, hein, bien évidemment, si vous voulez de la redondance en photo ou en vidéo, parce qu'elle n'existe déjà pas en vidéo, voilà, c'est déjà fait, vous n'enregistrez que sur une carte et c'est fini. Et en photo, vous êtes bien évidemment limité par la carte SD. Et je crois que le buffer de la SD n'est pas forcément... enfin, sur un 24 millions de pixels, ce sera plus intéressant. Mais moi, par exemple, je vous conseille en SD les Angelbird V90. C'est à ma connaissance, à moins que vous en connaissiez une autre qui a des caractéristiques techniques meilleures, parce qu'en fait, le plus intéressant c'est V90 à la fois pour la photo et la vidéo, parce que c'est une vitesse plancher de 90 MO par seconde. Donc votre rafale en photo, elle baissera pas en dessous de 90 MO par seconde, parce qu'en fait le max n'est jamais le max tout le temps. Et en gros, elle fait, je crois, jusqu'à 260 MO par seconde, comment dire ça, d'écriture plancher, mais décrit par la marque, en caractéristiques techniques. Donc c'est quand même assez intéressant de ce côté-là, ça va quand même très très vite. Après, s'il y a d'autres marques qui font des meilleures cartes SD, et que vous le savez sur leurs caractéristiques techniques, puisqu'il faut que ce soit vitesse plancher ou vitesse assurée, et vous ne pouvez pas aller acheter celle-là. Et après, les CF Express type B, il y en a tellement que, voilà, moi je conseille les AV Pro SE. Après, il y en a qui ont eu des problèmes avec, voilà. Donc vous pouvez aussi mettre de la XQD, mais le problème de la XQD, c'est que comme ça, c'est vieux, c'est moins bon maintenant aujourd'hui que ce que fait une SD, et ça coûte vraiment très très cher pour des cartes qui sont à mettre dans des musées au final. Mais au moins ça prend vos vieilles cartes Nikon si vous en avez encore, et donc c'est déjà ça. On a le viseur qui est de 5, c'était 76, pas, je crois que je vous ai dit 5,46. Donc c'est très très intéressant, hein, puisque c'est basiquement tout ce qui est moyen de gamme ou professionnel qui a ça. Il n'y a que Sony qui a une dalle plus élevée, même si c'est Sony qui fait toutes les dalles de tous les fabricants. Il se réserve pour l'instant le 9,1. Par contre, ils l'ont quand même déjà donné à Fujifilm pour leur un moyen format, mais voilà, ça reste quand même un très très bon viseur, avec, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'avoir 4000 nits dessus, avec 19 niveaux de luminosité, et ça reste d'être vraiment très bien. Le grossissement est de 0,8, donc ça en fait pratiquement le meilleur, hein. Le meilleur étant de 0,90 sur les Sony type A9 III, A1, A7S III et A7R5. Tous les autres moyenne gamme, donc A7 IV et d'autres, ont un viseur beaucoup plus petit. Voilà, donc on est toujours à 100% vu qu'on est en hybride. Le dégagement oculaire est standard chez Nikon, ça va. Voilà, le réglage dioptrique, faites bien attention à ce qu'il soit réglé au milieu. Je crois que chez Nikon c'est plutôt bien, parce qu'il y a des marques comme Lumix ou Fuji qui mettent le dioptrie dans le sens souvent où le viseur est le plus petit. Donc vous avez l'impression que le viseur est plus petit que d'autres, parce qu'en fait la dioptrie, elle, grossit et rétrécit votre image. Puisque si vous n'avez pas de problème aux yeux, vous pouvez vous en servir pour agrandir ou baisser votre image. Et donc, dans ces cas-là, il faut compter le nombre de crans et rester au milieu pour être à dioptrie 0. Voilà. On a le détecteur d'oculaire, bien évidemment, qui vous permettra de soit être sur l'écran, soit sur le viseur. Sachez que le viseur prend quand même plus d'énergie, donc c'est pour ça que c'est mieux de rester sur l'écran arrière. C'est pour ça que c'est à ça que sert aussi le détecteur d'oculaire. Hop. Hop, et vous pouvez, je sais pas si là-dessus, bon, bref. Objectif, donc les objectifs Z, et on peut avec l'adaptateur qui n'est pas fourni, bien évidemment, mettre les optiques F, bien évidemment, et en plus, il y a, enfin, l'adaptateur, si vous ne savez pas, n'a pas le moteur autofocus, donc vous pouvez adapter que les optiques post-AFS, donc DG ou n'importe quoi, puisque l'adaptateur a quand même le moteur des ouvertures, en fait. Parce que c'est comme ça chez Nikon, c'était comme ça chez Nikon avant, les deux moteurs d'ouverture et d'autofocus étaient dans les boîtiers. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis les deux, même si certains savent qu'il y a des adaptateurs qui font les deux, mais ils sont pour Sony, pour des objectifs Nikon.
Donc on a quand même un obturateur mécanique plan focal. La conséquence, c'est que contrairement à notre Z8, on n'a pas le volet de protection. Le volet de protection existe parce qu'il remplace l'obturateur et qui peut être placé à la place de celui-ci. Mais l'avantage, c'est qu'on a un obturateur mécanique. Donc dans les situations où le Z8 et le Z9 ne peuvent pas s'en sortir avec le flickering, et ben comment dire ça, Z6 III le peut. Par contre, il a une lecture en photo qui est moins rapide qu'un Z8 ou qu'un Z9. C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'en vidéo, ce ne sera pas du tout la même chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'appareil photo a un petit peu deux personnalités en lui. Hop, donc voilà, flash, 1/200 de seconde en électronique. Attends. Voilà, c'est ça, 1/60 de seconde, donc il synchronise quand même, c'est quand même plutôt intéressant. On a jusqu'à 120 images par seconde. Donc continue basse 1.7, on a haute vitesse, obturateur, je vais arriver. Donc on a 14 en continu étendu en mécanique et 20, comme je vous l'ai dit, en électronique. Donc lorsque on est en C30, on passe à 30, 60, 120, sauf que on n'est plus en RAW. Et c'est marrant qu'ils ne le mettent pas directement ici. Je ne sais pas s'ils le mettent au fond, mais peut-être que c'est la première fiche technique. En fait, ils n'ont peut-être pas tout mis, il n'y a peut-être pas encore les astérix dessus. Et voilà. On a le retardateur standard, donc je vais peut-être pas aller. Donc mesure matricielle, une mesure que je trouve une des meilleures qui existent, et puis ça inspire plein de monde, hein, comme Sony par exemple, ou Panasonic ou que ce soit, que je préfère personnellement à ce que fait Canon. Voilà, donc plage d'exposition, moins 97. C'est un petit peu plus haut que le standard, je crois que ça s'arrête souvent à moins 3 en basse lumière. Après en exposition, ça n'a jamais posé de problème, mais voilà, c'est quand même pas mal. Hop. Peut-être me remettre comme il faut. Donc sensibilité de 100 à 64 000. Donc comme on est sur un capteur 24 millions de pixels, on a quand même un petit peu moins de dynamique en photo. Donc on n'a pas les 64 ISO qui vont être disponibles. Même en obturateur mécanique, on a une dynamique un petit peu moins élevée. Hop, réglable en standard, donc 0.3, 0.7, voilà. Et on peut passer à 50 ISO, donc comme d'hab, et à 204 000 comme on l'avait vu avant. On a le daylighting, voilà. Donc je vais peut-être passer un petit peu tout ça, parce que c'est bien évidemment des trucs qui sont pour l'instant assez standards chez Nikon. 273, donc c'est pas non plus fou, mais voilà, si l'autofocus est bon, il n'y a aucun problème. Hop. Comme je vous l'ai dit, apparemment, il manque encore un petit peu de finesse, mais ça devrait arriver. C'est quand même bien meilleur que ce que faisait le Z6 II. Donc si vous venez de ça, vous aurez forcément des gros avantages à aller sur le Z6 III. C'est plus pour l'instant, on n'est pas au niveau d'un Z8 ou d'un Z9, donc c'est peut-être le début et ils préfèrent se garder la marge d'attendre un petit peu, de faire évoluer l'appareil photo via des firmware plutôt que de le sortir trop tard. Hop, balance des blancs, voilà, donc habituel, bracketing, donc on a tout ce qui existe standard, voilà, donc on a la vidéo qui va être ici. Alors, est-ce que ça va être expliqué de manière un petit peu plus précise? Pas du tout. Donc ça, le 5,4K, c'est le ProRes, donc on n'a pas du 6K. Donc on a jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est quand même déjà très bien. En 4K, on peut avoir le 120 images par seconde. Ce qu'il faut savoir avec le 120 images par seconde, c'est qu'il n'est pas en plein format. Donc ça donne quand même un avantage au Z8, c'est qu'il lui, il fait son 120 images par seconde en plein format. Mais le sampling sera quand même meilleur sur le Z6 III, puisqu'il le fait en APS-C, et on sera beaucoup plus proche. Enfin, ce sera quand même de l'oversampling, mais de l'oversampling plus faible que du 6K, donc on aura quand même un peu meilleure qualité, mais pas en plein format, que sur du Z8. Donc voilà, c'est à vous de choisir si ça vous paraît intéressant, et bien évidemment le 100 images par seconde aura le même traitement. Par contre, je ne sais pas si ça sera ajouté sur le Z8, mais on a le 240 images par seconde lorsqu'on est en 1080p, ce qui n'existe pas, et le 200 aussi, ce qui n'existe pas sur un Z8 ou sur un Z9, parce que je parle de Z8, mais le Z9 c'est exactement pareil. Et donc on a le ralenti. Alors ça c'est un petit peu gimmick, hein, je l'ai toujours dit, ça vient des firmware récents, puisque en fait Nikon, ce qu'il y a quand même d'intéressant, c'est que tout c'est filmé en vitesse réelle. Donc vous avez à la fois le son, vous avez la possibilité de faire du speed ramping. Donc vous pouvez passer à 120, vous pouvez rester à 120 dans une timeline à 24 images par seconde, ou 25, comme vous voulez, et accélérer, enfin, ou plutôt ralentir, et après revenir à 24 images par seconde, ce que vous ne pouvez pas faire directement au ralenti. De toute façon, le ralenti direct, c'est du 1080p,
et c'est que du x4 ou du x5, donc suivant que vous prenez du 25p ou du 24p. Donc remarque, les cadences réelles sont respectivement, oui, donc en fait c'est du NTSC non cinéma, donc du NTSC, donc du coup on a les incréments avec des virgules, mais bon c'est totalement standard. Ce qui est marrant c'est qu'ils ont mis le 25 en, ça reste 25, hein, puisque en France on n'a pas de virgule machin, en système PAL on reste sur du 25, 50, 100 et 200. Voilà, donc lorsqu'on est en NRAW, voilà, format RAW, vidéo au format RAW, voilà, puisque là ils n'ont pas dit. Donc je sais pas s'il y a aussi en H265 ça, donc c'est un petit peu compliqué, il faudra voir le boîtier pour voir ça. Parce que c'était un peu la même chose sur le Z8, je pouvais pas voir, je crois, sur la fiche technique tout ce qu'il y avait, et c'était que quand lorsque je regardais dans le boîtier que je me dis Donc, du coup, là on a le 6K, sauf que c'est du. Donc le capteur est de 4000 et quelques en profondeur. On va regarder ça. Ouais, je ralentis la vidéo juste pour regarder ça. Tac, tac, tac. J'arrive. 4032, voilà. Et donc j'ai quand même fait mes petits calculs avant. Hein. Hop, je reviens. Oula, je suis peut-être parti trop loin là. Oui, je suis parti beaucoup trop loin. Donc vous avez surtout vous avez dû le voir en mode non. Du coup, le 6048 par 3042, ça fait du format 1.77, comme tout ce qu'enregistre n'importe quel Nikon. C'est un petit peu dommage, ça aurait été bien d'avoir l'occasion de faire. Si vous me dites demain le Nikon Z6 III fait du 6K Open Gate à 60p, je le prends direct. Voilà. Sauf que du coup ça remplacera pas mon S5 Mark IIX. Alors hein, bien évidemment, voilà, on a le 60 images par seconde en plein format, ça c'est parfait. Mais voilà, c'est juste que c'est du 9e. Et bien évidemment, le NRAW, il faudra l'utiliser sur DaVinci, parce que il n'y a que lui, à ma connaissance, qui sait sans l'utiliser. Je crois que, comment ça s'appelle, donc Premiere bien évidemment, et le logiciel de montage de chez Apple, Final Cut, ne lise pas le NRAW. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, même si DaVinci ça devient un standard, et ben ceux qui n'ont pas DaVinci ne peuvent pas se servir de ce 6K RAW et donc d'avoir ce 60 images par seconde en 6K. Voilà. Donc on a aussi en RAW la possibilité d'avoir des formats un petit peu plus spécifiques, donc à savoir ça c'est un petit peu, voilà, donc au lieu d'avoir du 3840 par 2180, si je me souviens bien, oui c'est ça, 2160, enfin bref, d'avoir du 16 neuvième 4K, voilà, de l'UHD, et ben on a un format un petit peu plus élevé, donc ça doit être du 4,1K, donc comme ce qu'on peut faire sur le Z8. Et puis voilà, donc on a des choses quand même assez intéressantes ici, mais bien évidemment il faut prendre en compte le fait que vous serez toujours au final en 16 neuvième. Alors vous pouvez bien évidemment rogner sur les bords quand vous avez du 6K, sauf que du coup vous n'êtes plus en plein format. C'est juste ça qu'il va falloir prendre un petit peu en compte, vous êtes sur un format un petit peu bâtard au final, mais ça marche quand même, il faudra juste un petit peu cropper sur les côtés, et ça limite du coup un petit peu l'usage des optiques anamorphiques, ce qui est bien évidemment l'intérêt principal d'avoir de l'open gate. Voilà, donc format vidéo, on a du NEV, MOV et MP4, sachant que le H265 n'est que en MOV, voilà, je crois, c'est ça. Et le MP4, c'est pratiquement, je crois que je dis des bêtises d'ailleurs, le MOV c'est que en ProRes, le MP4 c'est l'H265, excusez-moi. Donc on a du NRAW 12 bits, du Apple ProRes RAW HQ, donc on a le ProRes RAW en plus, le ProRes HQ, le H265 HEVC, donc à savoir que le H265 avec son nouveau type de compression prédictive intelligente, plus élevée, enfin plus intelligente que l'H264, puisque c'est plus récent et ça compresse plus et il y a plus de données à l'intérieur, et ben en fait le bruit est mieux rendu, donc en fait on a souvent un ratio signal-bruit qui est meilleur. Donc si vous voulez la meilleure dynamique disponible sur le Z6 III, il faudra être en H265.
même si vous allez avoir un data rate plus faible, donc dans les détails, ce sera peut-être un peu moins bon, ou même beaucoup moins bon que sur du ProRes ou du NRAW. Voilà, c'est un petit peu le choix qu'il faudra faire. Ou si vous aimez le bruit, ben gardez le bruit tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc il y a le H264. Ce qui est dommage avec le H264, c'est qu'on n'est que en 8 bits. Donc en termes de compression audio, bah, c'est comme d'habitude assez intéressante. C'est du... il y a quand même un petit problème chez Nikon, et ça c'est un petit peu dommage. Donc on a du PCM linéaire, donc le meilleur, comment dire, c'est la meilleure compression vidéo, vu que c'est du non compressé, un PCM linéaire, donc LPCM ça veut dire ça, donc du 48 kHz 24 bits. Donc on est sur du NEV ou du MOV, donc le RAW ou le ProRes, que ce soit ProRes RAW ou ProRes. Sauf que, le problème c'est que la AC ne passe pas, puisque c'est sur du MP4, puisqu'on est sur du 16 bits, donc on sera que sur du AAC, donc du format compressé, et en plus en 16 bits. Alors c'est pas le propre du MP4, mais à part Sony, je crois que personne n'a voulu payer pour avoir une licence de MP4 capable de faire du 24 bits. À savoir que Sony est le seul à faire ça. En gros, ils ont fait un dérivé de leur format vidéo, ils l'ont juste mis en MP4. Et puis voilà. Donc on peut utiliser microphone intégré. Il y a la possibilité de mettre le Tascam pour avoir 2 XLR. Voilà, ça a l'air de marcher, mais ça passe quand même par l'audio 3.5, donc je suis assez curieux de ce système-là, même si je m'en servirai jamais, puisqu'il n'y a pas de contact dans la griffe flash qui permet directement la communication de l'audio dans le boîtier. Hop, donc mode M, donc je sais pas si j'aurai beaucoup de choses de plus à dire sur le boîtier. Au final, ce sera plus des considérations sur les tests qui ont été faits dessus. Donc on a quand même 51 200 ISO, donc on est à un diaph de plus, voilà, j'y arrive, un diaph de plus que ce que faisait le Z8. Hop, du coup, 151 000. Donc est-ce qu'ils vont le mettre en N-log? Alors N-log c'est de 800, donc on n'a pas forcément les ISO natifs qui sont dits, donc on connaît le premier puisque c'est forcément 800, jusqu'à 51 200, mais on n'aura pas la possibilité d'aller au-dessus. Voilà, donc on a le D-Lightning qui est possible, mais pas en N-log bien évidemment. Hop, on a un écran de 3,2 pouces, ce qui est plutôt intéressant, à 2,1 millions de points, me semble-t-il, il est marqué là. C'est pas des pixels d'ailleurs, arrêtez de dire pixels. En gros, c'est une million de points, donc en fait, il faut le diviser par 3 pour avoir une division, enfin pour avoir une image avec une couleur décrite à chaque fois. Donc il faut 3 pixels, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des points, pour créer un pixel. Donc c'est pas vraiment des pixels au final. Donc on a la visualisation, on a un port USB de type C, ils n'ont pas fait la même erreur que sur le Z8 d'en mettre 2, parce que le problème c'est que on ne peut pas à la fois envoyer du signal et envoyer de l'énergie, ce qui est un peu le principe de l'USB-C, et donc on ne pouvait pas faire du tethering via des câbles, par exemple en fibre optique, ce qui est assez génial. Mais maintenant, du coup, ce sera le cas avec le Z6 III. Donc on a un HDMI A, ce qui est devenu le standard, et c'est très très bien. Mini stéréo 3.5, donc le standard, donc audio, audio, micro et audio, et audio pour le monitoring. Hop, donc on a la télécommande filaire, donc c'est une télécommande standard, donc vous pouvez prendre n'importe quelle télécommande, il faut juste, en fait, moi ce que je fais sur Amazon, c'est que je prends le jack qui correspond au jack de la télécommande avec la prise de l'appareil photo, et ça marche sur tout sauf sur les Panasonic. Merci Panasonic. Donc sur Nikon ça marche très bien. Aussi vous mettez juste, si vous voulez enregistrer de la vidéo de loin par exemple, vous mettez juste vidéo sur le déclencheur et pouf, vous enregistrez, et si vous faites de la photo, et ça agira comme le déclencheur. Wi-Fi, donc ça c'est des normes, on s'en fiche un petit peu. Bluetooth, il y a donc c'est le NEL15C, dans les tests apparemment ça marche très très bien. Les gens n'ont pas constaté de surchauffe, moi j'attendrai quand même un petit peu, parce que c'est pas des boîtiers qui ont été, conçus en mode, il n'y a pas de surchauffe, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien du tout, le boîtier est quand même assez petit au final. Donc à voir si Nikon a fait
quelque chose où le boîtier est quand même assez grand pour gérer la chaleur, puisqu'on reste quand même sur du 6K60, hein. Voilà. Et puis voilà, puisque aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans une période où il fait assez beau pour pouvoir dire l'appareil photo va surchauffer. Donc on a la poignée d'alimentation qui va permettre d'avoir un grip vertical, donc c'est plutôt intéressant. Adaptateur secteur, disponible séparément. Donc attends, câble USB. C'est adaptateur secteur. Alors, il n'y a pas marqué ce qu'il y a dans la boîte, on va peut-être regarder après. Je réfléchis un petit peu avant. Le boîtier n'est pas très lourd. Bon, il y a certains d'entre vous qui diront que c'est toujours trop lourd. Mais je vous rappelle, si vous faites de la vidéo, que le poids c'est important aussi pour stabiliser. Et là, ce ne sera pas forcément le meilleur point du boîtier, hein. S'il y a bien un défaut qu'on peut toujours dire à Nikon, c'est sa stabilisation qui n'est même pas vraiment du niveau de Sony. Donc c'est pour dire que c'est pas forcément terrible. Des K29, donc c'est le même œilleton que au final le Nikon Z6 et Z6 II. Ouais, ça me semble pas un problème, hein, au final. Et attends, parmi les appareils photo. Donc il n'y a pas vraiment grand chose d'indiqué de plus. Il n'y a pas marqué. Ah, accessoires fournis, pardon. Excusez-moi, je l'avais pas vu, c'est là-dedans. Donc, alors, on va peut-être regarder ici plutôt que de se baisser comme ça. Donc, on a la protection de griffe flash, c'est toujours très bien, hein, comme ça on n'accroche rien dedans et puis ça protège les contacts. On a l'œilleton, bien évidemment, en caoutchouc, je viens d'en parler. Le bouchon de boîtier, normal, hein, c'est toujours utile, puisque si vous n'avez pas d'objectif, et puis même si vous voulez changer d'objectif, c'est quand même un petit peu plus pratique. Accumulateur, donc le nœud, le 15C, les caches contacts, ah, c'est pour le grip. Voilà, l'attache pour câble HDMI USB, donc c'est les protections dont perso je me sers jamais puisque je mets soit des cages, soit des L-brackets. Courroie qui servira pour certains d'entre vous. Moi je conseille toujours de mettre les petites attaches encore Peak Design dessus et le truc pour attacher la sangle, si vous voulez garder cette sangle là, comme ça vous pouvez ne pas l'utiliser. Parce que les sangles c'est quand même vachement dangereux, vous pouvez marcher dessus, et les gens peuvent s'accrocher dedans. Voilà, c'est bien pour le mettre autour de son épaule, mais c'est jamais bien de shooter avec si on garde pas la sangle autour de son cou. Câble USB, alors USB-C E25. Alors moi personnellement je déteste ce câble parce que, alors peut-être que c'est que le mien, hein, mais j'avais avec le Z8. C'est un câble USB-C vers USB-A standard, hein, mais il a marché 2 jours et puis ça finit. Voilà, je ne peux plus m'en servir maintenant, donc voilà. Et donc, ça prouve qu'il n'y a pas de chargeur avec. Ce qui est plutôt triste. Alors que vous l'aurez sur un Z8. Après, combien ça coûte? Ça, on va voir. Alors, ça, chargeur EN. Pour savoir combien ils ont gagné sur le prix. EL 15C. D'ailleurs. J'ai mis le cap lock, bien évidemment. C'est donc c'est le même que le premier. Chargeur Nikon. Oh, c'est pas très cher. Voilà, donc on est arrivé sur Miss Numérique. Il n'y a pas de promo ou quoi que ce soit, puisque j'étais sur Digit Photo tout à l'heure. Je pourrais d'ailleurs Amazon, Jigsaw. Il y a quoi d'autre? Boulanger, la Fnac, voilà. Donc 60 €, ouais. C'est pas méga cher non plus. Alors, le problème de ces petits chargeurs, hein, c'est que c'est toujours des chargeurs non USB-C, et c'est assez énervant. Vous pouvez trouver, hop, je sais pas si on vous en mettre là, des petits chargeurs comme ça, où il y a le Jupio qui est pas mal, de Peter Lindgren. Donc vous pouvez en charger 3 à la fois. Je voulais me l'acheter, je ne l'ai jamais fait au final. Donc c'est à la fois des choses qui vous permettent de garder vos batteries, et il y a, on va peut-être aller le voir, hein, encore chez Miss Numérique, de quoi mettre vos petites cartes SD, c'est des CF Express. Ah oui, parce qu'ils ont pris la version Sony, mais en théorie, je pense que c'est des CF Express de type B, ce serait plus intéressant. Mais vous pouvez mettre vos cartes à l'intérieur, c'est un chargeur, et à la fois, ça peut servir pour se déplacer, et c'est USB-C. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. Sinon, prenez tout ce qui est Patona. Le seul truc que vous devez penser, c'est que même si ce sera un chargeur USB-C, ce sera sur les mêmes standards
que l'USB type 2. Donc vous avez deux USB, mais vous n'avez pas la charge rapide. Donc vous pouvez avoir une batterie qui se recharge en 3 heures. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ce que j'ai pour le S5 Mark II X, et c'est un petit peu long. Mais voilà, vous avez au moins l'option de mettre ça sur une power bank, et de prendre des photos ou des vidéos, et de mettre ça dans votre sac sans aucun problème, ce que je fais des fois, et c'est quand même un petit peu mieux. Donc après, comme d'habitude, ils ont été un petit peu avares en termes d'explication, donc il peut travailler jusqu'à 40 degrés. Donc c'est pas mal en termes de... enfin, ça a testé, mais c'est plutôt pas mal. Et du coup, sauf indication du contraire, remarque, si pas, ouais. Donc après, il n'y a pas grand chose de plus d'indiqué dessus. Est-ce que, par exemple, voilà, on va regarder pour la vidéo, pour finir, hein, parce que ce que je voulais dire, je sais pas s'ils en parlent un petit peu là-dedans, ce sera peut-être un petit peu plus facile de commenter plutôt que de faire un discours et de forcément oublier des trucs. Donc définition 6K, oui. Avec encore cette chose où je dois attendre pour pouvoir passer les informations. Je ne peux pas voir ça. Oui, ça fait de la belle vidéo. Voilà. Donc je vous ai pas dit l'intérêt du 6K, bien évidemment, c'est si vous faites quelque chose d'assez professionnel, hein, souvent on se laisse une réserve sur les bords, donc c'est mieux lorsqu'on fait du 4K d'avoir un format supérieur, donc le mieux quand on fait du 4K c'est soit d'avoir de la 6K, soit d'avoir du 8K, et donc c'est bien du coup d'avoir ce 6K en 16 neuvième, donc on peut faire du 240p comme je vous l'ai dit. Il ne parle pas de la vitesse de lecture du capteur ici. Donc micro, oui, d'accord. Ah oui, les préamplis ont été améliorés sur le Z6 III puisque c'était un problème de l'ancienne génération. Et apparemment, c'est beaucoup mieux. On a aussi, et je ne l'ai pas dit ça, on peut mettre l'audio en ligne. Donc on peut enlever le préampli du Z6 III pour laisser par exemple un enregistreur externe ou n'importe quoi qu'on pourrait connecter dessus, comme une table de mixage ou n'importe quoi d'autre. Hop, tac, 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 cultiver, nanana. Donc ils mettent pas du coup de détails. Donc le capteur il lit vraiment très vite. Ça va être un des gros intérêts du boîtier. C'est ce qui fait que même pour le prix de 3000 € en vidéo, c'est bien meilleur sur certains aspects puisqu'il n'y a pas encore une fois l'open gate. En termes de lecteur, c'est meilleur que pratiquement tout ce qui existe. C'est pratiquement aussi bon que ce que fait un A7 S3. Donc à voir si beaucoup de gens se mettront à utiliser un Z6 III pour un petit peu, voilà, comment utiliser ça de la même façon qu'un A7 S3. Peut-être qu'avec les firmware, ça deviendra vraiment aussi bon, mais on a vraiment quelque chose qui peut un petit peu vraiment concurrencer ça, même si du coup on n'a pas le 120 images par seconde à 90%, là on a à 1,5 de crop, donc c'est bien plus élevé. Au final, la lecture du capteur est quand même assez élevée. Elle est en général de 9 millisecondes, ce qui est pratiquement aussi bon qu'un A7 S3. Pour du 6K, parce que c'est en 6K, et donc c'est vraiment merveilleux, et c'est à ça que sert le demi-empilement, enfin le semi-empilement du capteur, et on est sur quelque chose de vraiment très très intéressant de ce côté-là. Donc voilà, c'est vraiment le gros intérêt du Z8 au final, du Z6 pardon, Mark III, c'est que en photo, si vous utilisez n'importe quelle autre marque, ce ne sera pas l'occasion de changer d'appareil photo. Par contre, si vous êtes Nikon, il y aura forcément des améliorations, puisqu'on a une meilleure lecture, on aura de toute façon un meilleur autofocus, quoi qu'il arrive, même maintenant qu'un Z6 II, mais c'est surtout pour la vidéo que l'appareil photo, cet hybride est vraiment très intéressant. 60 images par seconde en plein format, avec du log, du RAW en interne, du ProRes en interne, du ProRes RAW en interne. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Alors certes, hein, c'est comme j'aime à le penser, c'est que plus on a de capacité, plus l'appareil photo vous reviendra cher. Parce que là, c'est 3000 € sans les cartes à l'intérieur. Donc il faut bien s'imaginer que si vous voulez la meilleure V90, ça vous coûtera déjà 300 € pour du 128 Go, beaucoup plus si vous prenez plus. Et c'est un peu pareil, c'est un peu déjà un billet de 200 € déjà mis dans une carte CF Express de type B, déjà intéressante pour faire du RAW là-dessus, ce qui n'est pas très cher pour une CF Express de type B.
et tout ce qui va aller avec, hein, l'objectif, bien évidemment, les batteries, le chargeur, et ce qui servira à l'alimenter. Donc ouais, ça semble un petit peu normal. Et si vous avez déjà tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut bien y penser, c'est 3000 € sans les accessoires sur le boîtier. Donc c'est à la fois le boîtier le plus cher et l'hybride le plus intéressant, mais c'est pas forcément l'appareil photo pour le prix le plus intéressant, mais en vidéo c'est quand même le plus intéressant qui existe, avec pas forcément la meilleure stabilisation. Donc le choix, si vous voulez uniquement de la qualité d'image en termes d'un log qui est plutôt pas mal au final, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le moins bon non plus. Les couleurs sont les plus correctes en termes, je vous l'ai déjà dit, mais en termes de log, c'est ce qui est le plus correct. Alors, hein, c'est peut-être avec un petit peu moins de personnalité que d'autres, mais c'est les logs les plus corrects, donc c'est la meilleure base pour partir si vous voulez quelque chose de correct au final. Ça marche vraiment très bien, lecture rapide comme je vous l'ai déjà dit, 60 images par seconde, avec quand même la capacité d'avoir les 120 images par seconde, même si on passe en APS-C, et du coup, bah voilà, pour 3000 € on arrive quand même à une caméra qui peut faire avec une vitesse très très élevée, parce que ça va encore gagner en lecture lorsqu'on est en APS-C, c'est vraiment bien mieux, voire même un A7S3 APS-C, que vous avez directement ici pour quand même 1200 € de moins. Donc voilà, ça reste quand même assez conséquent ce que fait le boîtier. Il fait de la 6K, il fait de la 60 images par seconde en 6K. Voilà. Donc je vais pas trop m'étendre en plus là-dessus, mais il y a des trucs très prometteurs. Je vais pas encore vous résumer, voilà, les EV-10 et tout ça. Mais le boîtier est vraiment très prometteur. Et si j'avais pas eu le Z8, déjà, je ne sais pas si j'aurais hésité parce que, voilà, c'est le Z8 qui m'a fait me rendre compte que, l'autofocus Nikon était devenu vraiment très très bon. Et puis voilà, mais voilà, ça reste vraiment, ça étoffe beaucoup la proposition de la moyenne gamme. Maintenant, on a vraiment à peu près tout ce qu'on veut, hein, de l'appareil photo qui fait de la très très bonne vidéo et de la très très bonne photo pour très peu cher avec les S5, à l'outil qui va faire de la photo en très très basse lumière, de la vidéo en très très basse lumière, avec du 120 images par seconde, des choses dans le genre du 240 images par seconde, ce que n'a jamais fait Nikon en 1080p. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Elle est quand même un petit peu longue comme d'habitude. Voilà, je peux toujours pas lire combien j'ai puisque je suis sur mon timecode. Donc je vais laisser là-dessus et te dire salut et à bientôt dans la chambre de Radio Goupil pour une nouvelle vidéo.